titres à la une de ce journal. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'une stratégie de digitalisation de l'éducation nationale. Elle est fondée sur 3 piliers, les infrastructures, les compétences et l'organisation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué aujourd'hui une visite de terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de la zone d'Akoupé-Zegui et plus précisément de la zone économique industrielle en cours d'aménagement. Les travaux sont réalisés par le groupe Aris Ivoire sur un espace de 431 hectares. Les riverains de la cité Batim à Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, étaient ce jeudi au siège du promoteur immobilier à Angré, dans la commune de Cocody. Et ils crient leur ras-le-bol face à l'installation de plus en plus grandissante des mécaniciens ferrailleurs dans le périmètre de leur habitation. C'est à l'une des résolutions des États généraux de l'éducation nationale et c'est désormais chose faite. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'une stratégie de digitalisation du système éducatif. Elle va accélérer l'éducation numérique dans le pays. C'est une stratégie fondée sur 3 piliers, les infrastructures, les compétences et l'organisation. Elle est évaluée à plus de 200 milliards de nos francs pour une période de 5 ans, comme nous le montrent Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou. La Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire. L'instrument, qui est l'une des résolutions des États généraux de l'éducation nationale, a été présenté officiellement jeudi en présence des acteurs de l'éducation nationale, des parents et autres partenaires techniques. Une innovation qui s'impose au regard de nombreux défis, à en croire la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En intégrant les technologies modernes dans nos écoles, nous conduirons les inégalités géographiques, sociales et économiques, permettant ainsi au système éducatif de Côte d'Ivoire de fournir un enseignement plus interactif et attractif à chaque enfant, où qu'il soit. Nous réaffirmons une fois de plus que la digitalisation ne se substitue pas à l'enseignement traditionnel, mais elle vient le compléter et l'enrichir pour offrir aux enfants ivoiriens une éducation plus connectée, plus moderne et plus inclusive. Les partenaires, pour leur part, se félicitent de cette innovation qui contribue au développement du système éducatif ivoirien. Face à l'évolution rapide des technologies et à un monde de plus en plus interconnecté, les méthodes traditionnelles d'enseignement montrent leurs limites. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces défis, soulignant la nécessité de réinventer les systèmes éducatifs, surtout pour les enfants les plus vulnérables. Les infrastructures, les compétences, l'organisation sont les 3 piliers de ce projet, évalué à 220,7 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre se fera sur 5 ans. Nous vous le disions en titre, Souleymane Diarra a visité aujourd'hui la zone économique industrielle en cours d'aménagement à PK24 dans la zone d'Akoupé-Zegui. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était accompagné des responsables du groupe Aris Ivoire en charge des travaux. Ce centre industriel économique vise à accroître le taux de transformation des matières premières par la promotion de l'industrie manufacturière. Le récit de Nadia Eja et Eric Kimou. D'une superficie de 431 hectares, la plateforme que va aménager l'entreprise Arise va abriter un espace industriel qui répond aux normes internationales avec des coûts d'investissement chiffrés à 120 milliards de francs CFA. Pour suivre l'évolution des travaux, le ministre de tutelle, Souleymane Diarra était sur le terrain ce jeudi. C'était une visite importante pour me rendre compte de la réalité de l'évolution des travaux. Nous avons déjà 8 opérateurs économiques qui ont réservé des espaces dans les domaines de l'agro-industrie, de la métallurgie et également de l'industrie pharmaceutique. Et il y a des discussions qui sont en cours auprès de 300 prospects identifiés dans le monde, en fait, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour s'installer en Côte d'Ivoire. Le constat fait, le ministre s'est engagé à œuvrer pour le renforcement de la capacité d'énergie de ce site d'au moins 35 MW, tout en invitant l'entreprise en charge de la mise en œuvre à accélérer les travaux. Nous avons encouragé en fait notre partenaire à accélérer en fait tout ce qui le concerne en termes de diligence pour qu'on puisse avoir ici une ville véritablement industrielle avec toutes ces entreprises de nouvelle génération qui seront créées pour pouvoir offrir en fait de l'emploi à nos jeunes et mettre en œuvre en fait de façon concrète sur le terrain nos différentes filières prioritaires.
Si les premières usines sont attendues d'ici la fin de l'année 2025, le projet devrait être finalisé dans les 3 prochaines années. À terme, 55 entreprises pourront s'installer pour une création de 10 000 emplois avec des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Dans un monde en constante mutation où absolument tout se modernise, les nouvelles pratiques culinaires, par exemple, qui tendent à effacer les pratiques ancestrales, eh bien, certaines traditions culinaires continuent de résister. Parmi elles, le garba, ce plat populaire ivoirien à base de sémoule de manioc et de thon, est un symbole vivant du lien entre culture et gastronomie. Si beaucoup de vendeurs ont opté pour des emballages modernes, d'autres préfèrent rester fidèles aux pratiques anciennes en servant, vous le verrez, leur garba dans des feuilles naturelles. Une habitude qui, au-delà de préserver un goût authentique, incarne aussi un geste de respect pour la tradition, mais aussi pour l'environnement. Le reportage de Faldia Koulibaly, Joseph Zekré et Fulgence Kissiedou. C'est ici, derrière cette table, qu'Ahmed tient son activité de vente de garba. Exerçant depuis plusieurs années, ce restaurateur d'origine nigérienne est resté fidèle à ses pratiques des premières heures. Malgré l'avènement des chaînes de fast-food, il arrive tout de même à maintenir sa clientèle et à la satisfaire. Depuis qu'il a commencé le travail, là, c'est ça la maille, partir là. Il y a les gens là, quand ils mettent dans le sachet, là, et se plaît. Et dit forcément de mettre dans chose à papier là. C'est ça, ils ont habitué à ça. Parmi ses clients fidèles, 2 amoureuses du garba se font remarquer. Pour elles, aucun effort n'est de trop pour se faire servir. Moi, c'est ma première fois d'entendre qu'on vend garba dans le restaurant. C'est toujours chez les Aoussa, nous on connaît. Les jeunes Ivoiriens vendent, mais c'est ici, nous on est habitués. On est habitué à manger garba dans le feu, donc c'est dans ça depuis qu'on est petit là. C'est dans ça on est jusqu'à aujourd'hui. Garba dans le feu, c'est doux et puis c'est encore plus naturel. Le coin de la rue, l'odeur de l'huile chaude et la lutte pour le meilleur morceau de poisson, voilà l'essence même de ces street food, le garba. À côté de ce garba traditionnel, des enseignes modernes, inspirées des grandes chaînes de fast-food, commencent à proposer ce plat depuis la maison, mais aussi sous diverses formes. Nous tous, on a des vendeurs de garba, mais il faudrait trouver une autre stratégie pour ne pas faire comme les autres. C'est en cela que m'est venue l'idée de faire le gâteau en garba. Alors que la demande pour des repas rapides et standardisés ne cesse de croître à Abidjan, le garba se réinvente. Fini le coin de rue poussiéreux, le garba entre dans une nouvelle ère. Dans ces restaurants climatisés et bien aménagés, ce métier est revisité avec des options plus variées, des emballages soignés, des services sur place et même des livraisons à domicile. Le garba de dehors, quand je mange, je ne me sens pas trop à l'aise en fait. Ici, par contre, tout est propre. Regarde, le poisson, il est bien doré. J'adore ça. Donc, ça m'encourage encore plus de venir manger à chaque fois. Quand je suis venu ici, non seulement l'accueil, mais aussi le prix est vraiment abordable. Comme vous pouvez le voir, un plat comme ça, c'est à 1000 francs. Malgré toutes ces nouvelles commodités que ces restaurants proposent, leur activité n'est pas sans difficulté. On est à partir de 2000 le plat. Mais on ne peut pas faire en dessous parce qu'il y a quand même des contraintes liées à tout ce qui est coût de production et tout ça. Les difficultés qu'on rencontre beaucoup, souvent c'est les manques, les pénuries de thon qui nous fatiguent souvent. Et puis au niveau de la tiki, on n'arrive pas à gagner assez la bonne qualité qu'on veut. Alors que des consommateurs plus jeunes et connectés se tournent vers ces versions modernes, le garba de rue, lui, ne perd pas son attrait. Il reste le symbole d'un enracinement culturel où le lien entre tradition et modernité trouve un fragile équilibre. Et dans un tout autre chapitre, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle organise la première édition de la Semaine nationale de la promotion de la santé. Elle se déroule à Abidjan du 23 au 26 octobre prochain. Une semaine de rencontres et de discussions autour du thème « Ma santé, mon droit », comme nous le montrent Faltia Koulibaly et Joseph Zekré. Cette semaine vise à sensibiliser la population sur des sujets clés pour améliorer la santé publique. Elle met aussi l'accent sur la prévention des maladies en agissant sur les déterminants sociaux de la santé, notamment l'alimentation, l'accès aux soins, la lutte contre les maladies évitables et la promotion d'une hygiène de vie saine. Pendant ces jours, nous allons organiser des panels, des conférences autour des sujets en lien avec les réalités ivoiriennes.
et des activités interactives pour sensibiliser et engager nos communautés. Cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité des actions du Plan national de développement PND 2021-2025, vise également à renforcer les infrastructures sanitaires et à promouvoir des soins de proximité à travers des réformes hospitalières. La petite enfance n'est pas en marge de cette première édition. Nous savons que les enfants en bonne santé sont la clé d'un avenir meilleur. Chaque jour, nous œuvrons pour garantir que les plus vulnérables aient accès aux soins de santé, à la nutrition, à l'éducation, à l'hygiène, un environnement sain. Face à ces enjeux et aux défis à relever, le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est revenu sur l'importance de la SNPS. Déjà, il faut que la population elle-même ait compris le bien fondé et qu'elle se mette à la tâche. Et les différents moyens que l'État devra mettre à leur disposition, c'est la création des espaces verts, par exemple, pour la pratique des sports. Alors que la Semaine nationale de la promotion de la santé est à sa première édition, les défis restent énormes. Entre dépistage gratuit, campagne de sensibilisation et efforts accrus, pour vulgariser la couverture maladie universelle CMU, les autorités sanitaires et leurs partenaires ont envoyé un message fort. La santé pour tous est une priorité nationale. Les populations, quant à elles, repartent non seulement informées, mais surtout outillées pour mieux prendre en charge leur bien-être. Un pas de plus vers une Côte d'Ivoire en meilleure santé, avec en ligne de mire un avenir où prévention et accès équitable aux soins deviendront des réalités concrètes. Le riverain de la cité Batim à Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, était ce jeudi au siège du promoteur immobilier à Angré, dans la commune de Cocody. Objectif, crier leur ras-le-bol face à la dégradation de leur cadre de vie. Et pour cause, des mécaniciens ferrailleurs déguerpis de l'ancienne casse d'Abobo se sont installés sur un site à proximité de leur habitation, mettant ainsi à mal, vous le verrez, leur quiétude. Le témoignage de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Ambiance particulière ce jeudi matin au siège de l'entreprise de promotion immobilière Batim à Angré dans la commune de Cocody. Ils nous ont promis des écoles, on n'a pas reçu des écoles. Ils nous ont promis encore des aires de jeu, on n'a pas reçu des aires de jeu. Nous sommes fatigués. En plus de cela, l'espace vert qui est resté, ils ont donné l'espace vert aux ferrailleurs. Quand on décide de faire une clôture pour clôturer notre cité, les ferrailleurs nous empêchent de construire notre clôture. Les riverains de la cité Batim d'Anonkwa-Kouté, située au quartier Ndotré dans la commune d'Abobo, y étaient pour manifester leur colère face à l'immobilisme des dirigeants de cette entreprise, devant les nombreux désagréments auxquels ils font face depuis leur installation sur le site. Nous constatons que nous avons été abandonnés par notre promoteur parce que plusieurs infrastructures figurent sur la maquette. C'est à partir de cette maquette-là que nous sommes engagés avec eux. Ces gens-là viennent et ils s'installent sur le terrain, ils s'installent comme ils veulent, ils font des magasins qui obstruent la voie, on a des difficultés pour rentrer chez nous, nos enfants ne sont pas en sécurité. Donc, on en a marre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour demander à Batim de nous dire quel est le réel détenteur du site. Et puis de savoir quand est-ce qu'ils seront prêts à nous sécuriser définitivement. La solution provisoire, proposée par la société immobilière pour régler le problème de la cohabitation avec les ferrailleurs, est également restée sans suite. Nous avons rencontré M. Deoulé, secrétaire général de Batim. Il nous a promis de faire une clôture provisoire qui va permettre de nous départager des ferrailleurs. Ils ont donné la date 15 octobre, ils n'ont pas respecté la date, ils ne sont pas venus. Ils se sont emmenés le 16-17, ils venaient faire des fouilles. Et quand ils se sont arrivés, les ferrailleurs se sont opposés à l'opération. Interrogé le 17 septembre dernier sur le statut du site contigu à la cité Batim, le directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat a été pourtant clair. Ce site n'appartient plus à Batim. Tous les mécaniciens ferrailleurs n'ont pas le droit de s'y installer. Ce site même est le site que sur lequel le ministère envisage construire la casse moderne, qui est un ensemble d'ouvrages qui entre en harmonie avec l'aménagement de la zone et qui permettra de pouvoir non seulement permettre d'offrir un cadre de travail décent aux artisans, mais également qui va éviter que les riverains puissent souffrir de nuisances. Pourquoi ces artisans, qui n'ont pas le droit d'occuper ce site,
continuent d'y mener leurs activités, sans être inquiétés, malgré les plaintes des acquéreurs de la cité Batim à Nonkwa-Kouté. Pourquoi la société Batim n'arrive-t-elle à offrir à ses acquéreurs cette clôture, à eux promis pour assurer leur sécurité? Des questions qui restent jusque-là sans réponse, puisque les portes de la société Batim sont restées fermées aux acquéreurs, mais aussi à notre équipe de reportage, ce matin. En attendant, les riverains de la cité, qui ont acquis ces habitations dans le cadre du programme gouvernemental de logements sociaux, restent désemparés et sans solution. Ils appellent les autorités locales et le gouvernement à les aider à trouver une solution définitive à cette situation qui met en péril la sécurité et le bien-être de leurs familles. Ce nouveau beau coup de filet de la gendarmerie nationale dans les zones contrebandiers qui opèrent à Bouaké, dans la région de Gbeke. Il s'agit cette fois de la saisie de plus de 80 tonnes de faux médicaments et autres produits de contrebande, dont des explosifs et du cyanure. Une saisie qui intervient au terme d'une opération de démantèlement d'un réseau de contrebandiers mené par les hommes du général Alexandre Apalo-Touré. Le reportage de Thié Médangé. Bouaké, capitale de région du Gbeke. Dans la capitale du centre du pays, une saisie record de 80 tonnes de produits de contrebande, entreposés dans les locaux de l'ancien camp commando d'Aouniansou, base opérationnelle de la BRCR3, brigade de sécurité rurale. Il s'agit là d'un autre recoup de filet des hommes de cette unité spécialisée en charge de la lutte contre les coupeurs de route et le crime organisé sous toutes ses formes. Ce, au terme d'une opération suite au renseignement, faisant état du mouvement de ce camion en provenance d'un pays voisin et en direction de Brobo. Le théâtre identifié, la BSR3 s'y déporte. À la manœuvre, les hommes engagés interceptent le camion suspect. À son bord, 80 tonnes de faux médicaments, dont des produits à usage toxicomane. Sur les lieux, 4 personnes sont interpellées en attendant de répondre de leurs actes devant le parquet. Certains arguent ignorer que ces produits prohibés sont interdits de circulation sur le territoire ivoirien, quand les autres confient ne rien savoir de leur nature. Je suis le convoi de ce camion. Avant-hier nuit, on venait sur l'axe Brobo et les gendarmes nous ont interceptés pour nous amener ici. Ce n'est pas moi qui charge. Moi, je suis convoyé, on me donne l'argent, il faut aller convoyer 7 camions pour envoyer. Peut-être les marchandises, il a nous loué pour prendre les produits pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on ne sait pas que ces produits ne s'avaient pas en Côte d'Ivoire ici. Donc, arrivé à Bouaké ici, c'est ça que les gendarmes sont venus nous prendre. Quoique impressionnante, la saisie est loin de contenter l'unité de la maréchaussée ivoirienne. Exploitant le renseignement, elle est sur un autre théâtre. 3 entrepôts, dont l'un au quartier Belleville et 2 au quartier Djambro. Sur les lieux, des caches de médicaments contrefaits débusqués, appartenant au réseau, des premiers interpellés. Outre ces MKIF, des produits dangereux dont des explosifs et du cyanure sont découverts et saisis. Une autre bonne moisson, à l'actif de la BSR3, résolument au service de la patrie et de la loi. Ce drame survenu lundi à Diokoué, au quartier Sopim, secteur Aoussabogo, Nkwasi, âgée de 30 ans, coiffeuse de profession, au grand marché de la ville, a été abattue à coups de feu dans le dos. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête 24 heures après la survenue du drame. Parmi les suspects, l'amant de la défunte. Il avait eu une chaude dispute avec mademoiselle Kwasi la veille de son assassinat. Est-ce un autre cas de féminicide? Les enquêtes nous le diront. Mais en attendant, cette édition est à son terme. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.